Salut tout le monde, je suis de retour aujourd'hui. Ce sera pas pour une vidéo d'observation en temps réel. On approche le mois où je vais faire un petit peu de discussion avec vous. Puis aujourd'hui, je vais faire un retour sur le championnat mondial de hockey des moins de 18 ans qui s'est terminé le week-end dernier, donc il y a quelques jours. Belle victoire du Canada. Le Canada qui... un petit peu d'aide aussi du Canada. On va en parler pendant la vidéo. Mais ça a été quand même un beau parcours pour l'équipe. Une équipe qui était quand même intéressante parce qu'il y avait des gars de 2024, mais il y en avait aussi de 2025 et même un de 2026. Donc c'était quelque chose qui était intéressant à surveiller pour même les années futures. Du côté du Canada, le parcours, c'était pas le groupe était pas si fort que ça, mais ensuite de ça, ils ont été quand même capables de clutcher ça, si vous voulez, dans les quarts de finale, demi-finale et la finale. Puis évidemment, les États-Unis, ça a été un petit peu malheureux comment ça s'est terminé. Donc, on va parler de ça. Je vais essayer de vous parler un peu de toutes les équipes, sauf quelques-unes. Évidemment, la Lettonie et le Kazakhstan, on va passer à côté. J'ai regardé pratiquement tous les matchs, sauf, en fait, même la Lettonie et le Kazakhstan, quand les équipes étaient impliquées contre les États-Unis, le Canada, la Finlande, ainsi de suite, des matchs où il y avait des espoirs à surveiller. Donc je me suis installé pour regarder la Lettonie et le Kazakhstan, mais on n'en parlera pas dans la vidéo. On va parler un petit peu de la Norvège, par exemple, parce que j'ai quand même retenu certains petits points du côté de la Norvège à cause de deux espoirs que j'ai surveillés aussi cette année. En fait, je les ai surveillés, je les ai regardés un petit peu. Donc on va avoir un petit retour là-dessus, mais sinon on va parler des sept autres équipes. Je vais essayer de vous faire un petit retour sur les joueurs que j'ai aimés, les joueurs que j'ai peut-être un petit peu moins aimé les tournois ou certaines petites facettes qui m'ont dérangé. Est-ce qu'il y a des joueurs qui vont monter un petit peu? Est-ce qu'il y a des joueurs qui vont descendre un petit peu? Y a-t-il quelque chose qui va avoir touché un peu pour les rangs de classement? Là, au moment où j'enregistre, la loterie elle a eu lieu hier, en fait la journée précédente. Donc, on a fait un podcast live avec Marty de la Relève pour la loterie. Donc, si jamais vous voulez aller voir ça sur YouTube, c'est là aussi. Mais pour cette vidéo-là, ça va être vraiment ça. On va faire un petit retour rapide sur le championnat mondial de hockey des moins de 18 ans. En fait, rapide, je sais pas combien de temps ça va durer, mais on va jaser, puis ça durera le temps que ça durera. Puis je vais essayer de vous mettre aussi des images pendant que je parle, ou sinon la finale au complet. Donc je vais mettre la finale en avant-plan, puis pendant que je donne mes opinions puis mes observations, puis si jamais vous ne l'avez pas vue, elle va être là. Sinon, vous pourrez la surveiller un petit peu pendant qu'on jase. C'est ça. Donc ça va être le plan un peu pour la vidéo. Puis à tout seigneur, tout honneur, on va commencer avec le Canada, les gagnants de la médaille d'or. Ça a pas été ça a été un parcours qui a été quand même bien pour le Canada, mais ça n'a pas été facile en finale. Premièrement, ils ont été dominés par les États-Unis. Si il n'y avait pas eu la pénalité à Trevor Connolly, probablement qu'on aurait un discours différent par rapport à qu'est-ce qui s'est passé dans ce tournoi-là, qui a gagné ce tournoi-là. Donc probablement que les États-Unis auraient la médaille d'or autour du cou après avant cette pénalité-là, en fait, puis après ce match-là. Je mentionne aussi Carter George parce que je riais sur Twitter. Je disais que c'était le TSN Turning Point, l'arrêt qu'il a fait contre James Higgins en fin de deuxième période. L'arrêt du bâton spectaculaire le long de la ligne rouge, mais ça a été un point tournant, mais aidé aussi de la mise en échec de Connolly, une mise en échec très égoïste tant qu'à moi qui malheureusement est venu gâcher un petit peu sa fin de tournoi. Puis je vais parler tout de suite du premier joueur du Canada, le meilleur pointeur du Canada, Gavin McKenna. 10 buts, 20 points en 7 matchs. Un espoir de 2026. Donc, c'est même pas l'année prochaine, c'est dans 2 ans, étant donné que c'est un late. Évidemment, il devrait être le premier choix au total. Puis j'ai fait un petit peu réagir sur Twitter. C'était pas une grosse controverse, mais il y a beaucoup de gens qui ont comme jasé un peu de ça aussi avec moi. Puis j'ai mentionné que je pensais que McKenna, au même âge en ce moment, à 16 ans, il est meilleur que Connor Bedard à 16 ans aussi. Puis c'était un peu difficile des fois de l'expliquer en 280 caractères, donc je vais essayer de l'expliquer un petit peu plus longtemps sans trop m'éterniser, là, parce que je pense que c'est deux joueurs générationnels de toute manière. Mais la raison pourquoi moi j'ai avancé ça, c'est que
Connor Bedard, on l'avait vu à 15 ans, il avait eu le statut d'exceptionnel à 15 ans, puis pendant la pandémie, on avait eu l'occasion de le voir un petit peu en Suède, donc il avait joué dans la nationale. J'avais regardé 2 ou 3 matchs, là, c'était en G20, en national, mais j'avais regardé 2 matchs, là, assurément, puis peut-être quelques parties d'un troisième. Et ensuite de ça, il était arrivé dans la WHL. Puis c'était pendant la pandémie, donc c'était la saison, si vous voulez, un peu écourtée, là, qu'il y avait eu des matchs vers la fin de l'année. Il y avait eu une douzaine, une quinzaine de matchs. Puis Bedard avait été exceptionnel. Puis ensuite de ça, au championnat mondial des moins de 18 ans, encore une fois, il avait tout cassé, vraiment, avec Mishkov et Shane Wright aussi, si vous vous souvenez de cette compétition-là. Puis à son année de 16 ans, donc en 2021-2022, il avait fait 100 points, il avait marqué 50 buts. Puis, Gavin McKenna, cette année, c'est un joueur qui a été sensationnel avec Medicine Hat cette année. Je pense ça a été le meilleur joueur de l'équipe. Puis là, dans cette équipe-là, évidemment, il y a Caden Lindstrom qui était là aussi dans les espoirs là, qui sont admissibles au repêchage. Il y a Basha qui était là aussi. Puis il y avait des vétérans comme Oasis Weisblatt et puis Tyler McKenzie, puis des gars comme ça qui avaient... en fait, Tyler McKenzie, c'est pas un gars très offensif, mais bref, il y avait des vétérans qui étaient là aussi pour venir appuyer cette équipe-là. Puis Gavin McKenna, c'était le joueur d'excellence de cette équipe-là. C'était le meilleur joueur des 3 matchs de série que j'ai regardé aussi, des Tigers. Puis la raison pourquoi je dis ça, c'est que premièrement, je pense que McKenna... Il y a le style 200 pieds est un petit peu plus... il est déjà bon dans cette facette du jeu-là. Il est déjà impliqué là-dedans. Puis il comprend déjà ce style de jeu-là défensif qui rappelle un petit peu aussi ce que Celebrini a fait cette année côté défensif. Je trouve qu'il venait beaucoup en soutien. Il venait beaucoup aider ses défenseurs. Puis il est capable de faire la sortie de zone aussi, de se placer en position pour faire sortir la rondelle et la transporter lui-même. Donc ça a été pour moi une grosse facette de son jeu du côté de McKenna. Puis aussi, ce qui aide McKenna, c'est que il est déjà un petit peu plus costaud aussi, dans le sens que c'est un gars qui est peut-être 6 pieds 170 environ, alors que Bedard était un peu plus petit à 16 ans. Donc oui, l'exécution, la vitesse, le tir étaient là aussi, mais McKenna, il est capable d'avoir ces aspects de jeu-là aussi, tout en ayant cette charpente-là qui est un petit peu plus grosse, évidemment, qui va continuer à grandir. Donc, si on l'amène dans la Ligue nationale à 18 ans, après deux années de junior, puis là, il va 2 autres années de junior, parce que là, cette année, il a joué son année de 15 à 16 ans, si vous voulez. Là, il est né au mois de décembre. Puis, mettons, il arrive à 6 pieds 2, 185, 90. On s'approche d'un gabarit à la McDavid, puis je sais qu'il y a des gens qui m'ont dit, est-ce que, il se compare comment avec McDavid? Pour moi, McDavid, c'est le joueur le plus spectaculaire que j'ai scouté, entre guillemets. Là, je suis pas un recruteur, mais je vais utiliser le terme pour vous expliquer que je regarde Junior depuis longtemps, mais de vraiment faire des observations comme ça, j'en fais depuis 2010. Puis McDavid, c'est le joueur le plus spectaculaire. Sa saison de draft à McDavid, il n'y a rien eu de plus ridicule que ça, tant qu'à moi. Ça a été incroyable, sa saison, tant dans la saison que dans les séries, qu'au championnat mondial de hockey junior. Ça a été une vraie joke, Connor McDavid. Donc, il n'y a rien qui a été plus spectaculaire pour moi. Mais c'est ça. Mais du côté de McKenna, à surveiller, écoute, ça va être incroyable de le regarder jouer dans les 2 prochaines saisons. Puis, je suis curieux de voir où ça va l'amener côté points. Parce qu'il est très spectaculaire. Puis, il est dangereux partout. Il est dangereux partout sur la glace avec les passes, les tirs. Il est capable de déjouer les joueurs 1 à 1. Il est capable de les attaquer, de les déborder. Bref, c'est quelque chose d'assez assez spectaculaire. Je prends un petit moment pour parler des espoirs de 2025 aussi. Parce que pour le Canada, il y avait beaucoup d'espoirs de 2025. Puis il y en a beaucoup qui ont quand même bien fait. Porter Martin, évidemment, ça a été lui qui est ressorti le plus pour 2025. Là. Il a été incroyable. Puis moi, ce que j'aime beaucoup de Porter Martin, c'est qu'il est capable de marquer des buts.
il a assez de talent puis assez de main pour marquer des buts, un bon lancer, mais c'est vraiment ses qualités de passeur aussi qui sont très intéressantes, puis une très bonne vision du jeu, puis c'est un gars qui, je pense, est bon dans pas mal toutes les facettes du jeu, même si j'aimerais qu'il soit un petit peu plus physique, parce que c'est un gars quand même avec un gabarit. En fait, côté grandeur, évidemment, il va prendre du poids, mais côté grandeur, il est capable de ne pas se laisser imposer. Puis un qui, lui, est capable de justement d'y aller physiquement un peu plus, c'est Malcolm Spence. Lui aussi, pour 2025, il a eu un très bon tournoi, puis il avait eu une bonne saison avec les Otters cette année. Puis là, je trouve que son tournoi a été solide dans un rôle un peu plus diminué, là, parce qu'il n'était pas sur le premier trio. Il était sur un troisième trio, là, si vous voulez. Donc ça a été assez solide de son côté aussi. Évidemment, il y a eu d'autres joueurs qui se sont signalés aussi, mais peut-être pas nécessairement côté points. Même si moi j'ai beaucoup aimé Desnoyers personnellement, qui lui est venu s'insérer justement sur le premier trio en finale notamment. Puis j'ai vraiment pas détesté en défensive Matthew Schaefer. Schaefer, c'est un gars qui, au début, il m'avait. Tu sais, c'est pas que je l'aimais pas cette année dans la OHL avec les Oilers aussi, justement, avec Malcolm Spence. Mais je trouvais que il y avait des choses qui me laissaient un peu tiède dans son attaque. Puis j'avais noté ça aussi au U17. Puis j'ai trouvé que dans le tournoi du U18, il avait vraiment été beaucoup plus impliqué à l'attaque. Beaucoup de longues relances, beaucoup de longues passes, des premières passes de qualité, des premières passes qui donnaient des attaques, des contre-attaques, qui mettaient ses joueurs en vitesse, ses coéquipiers en vitesse. Donc j'ai beaucoup aimé sa performance de ce côté-là. Je pense que c'est un gars qui va avoir monté dans ma liste préliminaire de quelques rangs parce que j'avais un peu de réticence sur lui, capable de jouer un peu physiquement aussi. Donc, pas juste un peu, il est capable d'être physique. Donc ça, c'est intéressant. Puis il y en a d'autres aussi. Il y avait Roger McQueen, malheureusement, qui lui s'est blessé, qu'on n'a pas pu voir dans le tournoi. Puis que Sean Aitchison, qui lui, c'est un gars que j'ai quand même regardé un peu cette année. Là. Je veux pas dire que je l'ai observé en fou, mais lui aussi, lui est physique aussi, il est très physique et il n'hésite pas à donner de mise en échec. Parfois à la limite de la légalité, mais lui, il jouait avec Cole Baudouin, justement, qui était avec le Canada, avec les Colts de Barrie. Puis il y avait Riley Patterson aussi qui était là dans cette équipe-là, qui est aussi un espoir pour 2024, qui est peut-être passé un peu sous le radar quand même cette année, côté parce qu'il y a quand même eu une pas pire production, puis on parle un peu plus de Baudouin, alors que Patterson, il était, je pense qu'il avait à peu près le même nombre de points, donc peut-être à discuter. Là, évidemment, Patterson, pour moi, c'est pas un gars de première ronde, mais quand même. Puis, bon, pour revenir maintenant aux choses qui intéressent les joueurs admissibles au repêchage de 2024, celui qui s'est démarqué le plus, évidemment, c'est TJ Ginla. TJ Ginla, 12 points en 7 matchs, mais au-delà des points, c'est tout ce qui amène sur le jeu qui a fait en sorte que c'était un joueur important pour le Canada, un joueur qui avait un rôle vraiment précis d'énergie, mais en même temps qui était capable d'amener une grosse touche offensive, qui était capable de jouer en avantage numérique, des avantages numériques, qui était capable de travailler, d'utiliser ses coéquipiers, d'aller en pression, de venir aider en défensive. Donc, Iginla, c'est un joueur qui a était très très solide pendant tout le tournoi, même si j'ai trouvé qu'il y avait des matchs qui étaient un petit peu, qui avaient peut-être pas pendant tout le match il a été dangereux, mais je pense que dans la majorité des matchs, puis dans la majorité des cas, il a été très impliqué, puis il a été menaçant près du filet. Puis son trio avec Ricci et Luchenko, ça a été très intéressant parce qu'eux, ils ont joué ensemble pratiquement pas tout le long là, ensemble parce qu'il y a eu des mouvements de personnel par moment, mais c'était un trio qui était cimenté un peu, ces trois-là, Luchenko, Ricci et Iginla. Puis ils ont fait du bon travail. Ricci, même en finale,
Je trouve qu'il a vraiment ressorti du lot aussi. Il a été capable de s'impliquer. C'est lui qui s'est fait ramasser par Connolly aussi, par exemple. Mais tout ça pour dire que j'ai trouvé que ce trio-là avait été vraiment menaçant de façon régulière. Luchenko, c'est un gars qui est énergique aussi. Puis lui aussi, il joue dans toutes les situations, vraiment. Je pense que ça a été un des attaquants les plus utilisés pour le Canada. Donc, vraiment très intéressant comme tournoi de son côté à Luchenko aussi. Et évidemment, le trio au complet, Iginla, Ricci, ça a fait du bon travail. Henry Muse, c'est un gars en défensive qui, je pense qu'on voit à quel point il est bon offensivement, à quel point il est mobile, transporte la rondelle, il est impliqué dans les attaques, vient se blottir aussi des fois en deuxième vague. Essaye de trouver des positions, des endroits où attaquer puis venir appuyer cette attaque-là. Je pense que Muse, le problème, ça a été un peu la défensive, peut-être un peu l'aspect physique par moment cette saison avec Ottawa. Puis j'ai trouvé que dans ce tournoi-là, il a été solide. Je pense que du côté défensif, il a vraiment fait du bon travail. Lui aussi, il jouait en compagnie de son compagnon de duo, Frankie Merelli. Puis je pense qu'il a été utilisé dans un rôle un bon rôle, dans le sens que c'était pas obligé d'être le kingpin offensif pour les défenseurs, évidemment. Mais c'était pas obligé non plus d'être le shutdown. Il y avait un gars comme Brunicky qui était là pour être un shutdown. Je pense que Ehrlich et Schaefer ont fait de l'excellent travail aussi à deux. C'est deux gars qui sont capables d'être bons défensivement, d'être solides défensivement, d'être stables dans leur zone. Donc, je pense qu'eux, ils ont fait ce travail-là aussi pour venir appuyer. Puis ça laissait un peu de place peut-être à un gars comme Henry Muse qui amène des rondelles au filet aussi. Puis qui n'a pas peur de décocher des rondelles. Puis en finale, il a été très bon. Muse, je pense qu'il a fini le match avec 3 mentions d'aide. Donc ça a été un solide match pour lui. Puis je pense que le tournoi en général, il y a eu de très belles choses de son côté. Je veux parler un petit peu de 2 joueurs en terminant. Maxime Massé, je pense que ça a été un peu compliqué pour lui dans ce tournoi-là pour se faire valoir. Je sais qu'il était. Puis, je pense qu'on peut rentrer Vanacker aussi dans l'équation. C'est des gars qui ont été utilisés un petit peu moins. Oli Josephson aussi qui a joué un petit peu moins. Mais Massé, je pense qu'il y a eu un petit peu plus de matchs, un peu plus de temps de glace. Puis il a été un petit peu plus impliqué sur la glace. Je pense qu'on l'a vu en avantage numérique aussi. Pendant la pénalité de 5 minutes à Conley. Donc, il y a eu un petit rôle un peu plus devant le filet. Je pense que ça a été un tournoi qui a été correct pour lui dans la mesure où il a montré qu'est-ce qu'il y avait à montrer. Puis malheureusement, il n'a pas pu aller plus haut que ça dans le temps de glace. Puis vraiment, challenger pour un poste dans le top 6, mais je pense que dans le rôle, il a montré qu'est-ce qu'il était capable de faire. Je pense qu'il était capable d'être énergique aussi, puis de venir justement mener un peu un trio qui était, je veux pas dire un trio shutdown, mais un trio qui était là aussi pour venir déranger, un trio qui était là pour venir faire un petit peu de dommage, là, puis mettre un petit peu d'énergie. Avec justement Josephson, avec Vanacker, puis Baudouin aussi qui était là, qui a été là, Greentree qui a joué aussi. Donc c'est ça. Mais c'est malheureusement des joueurs qui ont été un petit peu moins utilisés. Puis je reviens justement à Greentree, là, je viens d'en parler rapidement, mais lui aussi, il a joué un peu moins, puis ça a été un peu dommage de le voir un petit peu moins utilisé. En fait, pas utilisé de façon égale. En finale, il a très peu joué. Du côté du match de demi-finale, lui puis Massé, justement, puis Josephson, ils ont eu quelques présences. Greentree a marqué aussi dans ce match-là, mais surtout en deuxième, troisième période, je pense que ça s'était un petit peu calmé. Puis du côté de Greentree, côté de temps de glace, donc ça a été un petit peu plus dommage pour lui. Puis c'est un gars comme Baudouin, justement, qui prenait un peu le relais parce que lui, il était utilisé comme centre, mais il était utilisé aussi dans plusieurs situations. Fait
Puis tu sais, Gardiner McDougall, l'entraîneur-chef, il a fait un bon travail quand même pour donner beaucoup de glace à ses deux premiers trios. Puis il a fait du bon travail ensuite de ça pour essayer de répartir, puis essayer d'utiliser tout le monde dans des situations intéressantes. Donc pour Green Tree, je pense pas que c'est le tournoi qui va lui donner les munitions pour monter au classement si jamais vous attendiez après ça. Mais dans les circonstances, dans le rôle qu'il a eu, je pense qu'il a fait du bon travail aussi dans les minutes qu'il y avait. Donc pour les États-Unis, pour le Canada, ça a été un bon tournoi dans l'ensemble. Puis Carter George, une petite note en terminant, Carter George a été sensationnel. Puis lui, je pense que peut-être qu'il y a des équipes qui vont avoir pris en considération ce qu'il a fait dans ce tournoi-là, puis ils vont peut-être penser à le sélectionner un petit peu plus tôt, parce que Carter George, il a quand même pas un petit gabarit, tu sais, il est genre 6 pieds 1, 185, 90, puis c'est un gars qui avait pas connu des bonnes séries, parce qu'évidemment, l'attaque d'Owen Sound, c'était pas une grosse équipe. Je pense que en saison, il avait fait un travail correct, mais vraiment, quand ça a été le temps d'élever son jeu d'un cran au U18, il a été très bon. Puis ça l'a détonné un petit peu par rapport au Linka Gretzky. Mais je pense que c'est un gars qui mérite une considération dans la troisième ronde, peut-être deuxième ronde, si jamais t'as vraiment le goût d'avoir un gardien, parce qu'il n'y en a pas tellement non plus cette année. Mais oui, donc c'est ça. Du côté de Carter George, une très belle performance, puis ça a été un tournoi qui a été très solide de son côté, donc pas de chicane à faire de ce bord-là, il a été excellent. Du côté des États-Unis maintenant, les États-Unis, c'était une équipe qu'on attendait de pied ferme, dans le sens qu'on savait qu'il allait probablement gagner la médaille d'or ou au moins se battre pour en fait aller en finale. Puis je pense qu'ils ont respecté un peu qu'est-ce qu'on avait en tête pour eux. Euh, James Higgins, évidemment, meilleur pointeur du tournoi, 22 points en 7 matchs. Moi, c'est correct là, quand ils font des points contre des clubs poches, là, Kazakhstan. Puis moi, j'ai pas de problème avec ça. Mais dans le cas des Higgins, il a aussi produit, il a aussi été bon contre des bonnes équipes. Fait que ça, pour moi, c'est pas des statistiques gonflées uniquement à cause qu'il a fait 8 points contre la Lettonie ou peu importe. Là. Pour moi, c'est des statistiques qui représentent le niveau d'impact qu'il y a eu dans ce tournoi-là. Puis, pour moi, c'est le premier au total de 2025. Je pense que c'est le cas de tout le monde. Là. Il a confirmé. Il y a un petit peu de Patrick King dans le nez, je trouve, dans sa façon de jouer. Beaucoup de finesse, mais beaucoup évidemment, la vision du jeu, les passes, mais il est capable il a un très bon lancer, puis il est capable de la mettre dedans. Donc, il n'y a pas besoin de personne pour la mettre dedans. Un peu comme Patrick King aussi qui était à le faire. Puis évidemment, il y en a plein d'autres. Là, mais pour James Higgins, je vais rester du côté américain. Puis c'est ce que moi j'ai vu de lui, encore une fois, avec son trio, avec Stiga et Zimmer, comme ça a été le cas dans le tournoi, dans la saison du programme américain des moins de 18 ans. Ce trio-là a été très dangereux, a été très efficace. Puis sans surprise, ils ont continué à faire du dommage pendant le tournoi. Stiga, c'en est un, justement, je pense que il est peut-être allé gagner encore un petit peu de points. Il a très bien fini la saison avec le programme. Puis là, il est allé chercher encore un petit peu de points dans ce tournoi-là pour peut-être monter de quelques rangs, 2-3 rangs, peut-être plus selon votre façon d'évaluer ça. Mais Stiga, il a été très solide sur l'avantage numérique aussi. Puis, il a eu ses touches de marqueur. Évidemment, il recevait des belles passes. Je le mentionne souvent. On dit que Yzerman reçoit des belles passes, mais Stiga, il reçoit des caviars de James Higgins aussi. Il faut quand même respecter ça. Mais il faut la mettre dedans. T'as beau la recevoir, la rondelle, il faut que tu la mettes dedans. Puis, je pense que Stiga, il l'a fait. Puis Zimmer, c'est un gars un petit peu plus énergique, un gars un petit peu plus rugueux, qui va devant le filet, qui dérange un peu.
Donc, je pense que c'est un trio qui se complète super bien. Puis, c'était le premier trio des Américains, puis ils ont produit comme un vrai premier trio, d'ailleurs. Les trois gars ont au-dessus de... Ben, en fait, 11 points pour ces gars, 12 pour Zimmer, puis on en a parlé, 22 pour James Higgins. Deuxième trio, ben, il y avait mon boy Cole Iserman qui était là. Il y a eu Max Plant qui est un gars qui est un peu offensif, mais que pour moi, je vois pas... oui, il y a du talent, mais je vois pas dans la Ligue nationale un gars de grosse production. Camille Bednarik, pour moi, c'est un gars two-way, un très bon two-way, mais solide sur les mises en jeu aussi, puis capable de jouer dans toutes les situations. Puis évidemment, Cole Iserman, lui, 9 buts, une aide, donc ça va gagner le Cy Young avec ça, là, 9-1 pour le tournoi. Puis du côté d'Iserman, je pense que je m'attends pas à ce que ce tournoi-là ait fait changer l'opinion des gens, comme j'espère que les gens s'attendent pas à ce que ce tournoi-là ait changé mon opinion aussi. S'il avait marqué 40 buts ou s'il en avait marqué un, ça n'aurait rien changé pour moi. Puis ça a juste bien à donner qu'il en a marqué 9, puis tant mieux. Mais du côté d'Iserman, je pense que la finale puis la demi-finale, je l'ai trouvé impliqué. Puis moi, le problème que j'ai avec Iserman, puis en fait, c'est parce que c'est pas un problème, mais c'est quelque chose qui doit améliorer. Puis c'est là que j'ai confiance qu'il va améliorer ça du côté défensif. C'est que je pense qu'il essaye de... Il veut tellement... Là, il s'est fait mettre dans la tête qu'il était pas bon défensivement. Puis là, il veut tellement s'impliquer en défensive que là, des fois, on dirait qu'il couvre 2-3 gars. Il sort un peu du jeu parce qu'il il veut tellement être impliqué dans ces batailles-là ou ces missions-là. Puis ça, c'est juste avec du coaching, puis avec de l'expérience, puis avec de la vidéo, où vraiment on va lui indiquer des façons de travailler. J'ai confiance qu'il va comprendre. Tu sais, reste dans ta zone ou reste avec ton homme si tu fais du man-to-man. Puis, tu sais, garde ton défenseur, garde ta pointe. Viens aider le long des bandes. C'est ça qu'on te demande de faire. Puis je pense que Iserman, il a la volonté de le faire, je pense. Puis c'est ça qui m'encourage, moi. C'est que c'est pas un gars qui a l'air de dire la défensive, je veux pas jouer en défensive. Je pense que c'est juste un gars qui doit apprendre à jouer en défensive. C'est comme quand vous avez appris à conduire, là, vous saviez pas conduire, vous avez pris des cours, puis à un moment donné, vous avez été capable de conduire, puis vous avez votre permis, puis vous pouvez aller où ce que vous voulez avec votre char. Iserman, c'est un peu ça. C'est que là, il est comme en train d'apprendre à conduire. Il est en train de se faire aider défensivement. Puis, puis là, l'année prochaine, il va jouer à BU. Puis ensuite de ça, dans la Ligue nationale, ça va être un petit travail de continuité pour lui, de continuer à jouer défensivement. Parce que je trouve qu'à l'attaque, tu sais, il a quand même réussi à faire quelques belles passes, quelques belles pièces de jeu. Il était capable d'utiliser son lancer un peu pour déconcentrer, déranger un petit peu les défenseurs, un petit peu de tromperie. Il a été bon quand même physiquement en attaque. Moi, je trouve qu'en échec avant, il complète ses mises en échec. Je trouve qu'il a un bon bâton, il est capable de voler des rondelles, il est capable de créer de l'attaque aussi par son intensité, en guillemets. Puis, tu sais, je sais qu'il y a des gens qui parlaient qu'ils n'aimaient pas quand il transporte la rondelle. Puis, je pense qu'à partir de sa ligne bleue jusqu'à l'autre ligne bleue, ça peut être problématique, mais je pense que quand le jeu est installé ou quand il doit prendre... Quand il lève la tête puis il vient de provoquer un revirement puis la rondelle est sur sa palette ou il vient de récupérer une rondelle le long de la bande, je pense qu'il est assez bon quand même pour repérer des coéquipiers puis pour créer des jeux. Puis malheureusement, dans son cas, c'est que peut-être on overlook un peu cette capacité-là de le faire. C'est pas McDavid, là, encore une fois, je veux pas le comparer aux grands fabricants de jeux de la Ligue nationale, mais je pense qu'il y a cette capacité-là de le faire. Puis malheureusement, qu'est-ce qu'on overlook peut-être un peu, c'est que le fait, c'est que toutes les rondelles vont sur sa palette. C'est que tous les joueurs, ils veulent lui remettre la rondelle, puis vous le voyez en avantage numérique, là. Vous le voyez en avantage numérique, le jeu est découpé, puis la rondelle est manipulée d'une façon à ce qu'on peut ouvrir Iserman de l'autre côté. Et puis les joueurs, c'est même pas une seconde pensée.
C'est que s'ils ont de l'espace dans le centre, puis il y a un défenseur qui coupe vers eux, bang, la passe, ça s'en va de l'autre côté à Yzerman, puis il va décocher. Puis on l'a vu dans le tournoi plusieurs fois. Puis vous avez vu contre le Canada qu'est-ce qui est arrivé. Tu sais, Hudson, il fait le jeu. Il fait un jeu spectaculaire, puis on va en parler d'Hudson dans quelques instants. Puis qu'est-ce qui est arrivé? Il a tout de suite remis ça de l'autre côté parce que les gars, ils savent. Les gars, ils savent. Tu sais, si moi, je prends un lancer, oui, ça veut pas dire qu'elle va pas rentrer. Tu sais, elle va peut-être rentrer, la rondelle. Mais le degré le pourcentage d'efficacité d'Yzerman, le pourcentage de voir la rondelle rentrer dans le filet avec un shot de Yzerman, il est pas mal plus élevé. Donc c'est normal que les gars, ils lui filent la rondelle tout le temps. Puis Cole Hudson, moi, c'en est un. Ce gars-là, c'était pas une question de vie ou de mort pour lui dans mon classement, mais j'étais prêt à le faire sortir de mon top 32 s'il allait avoir un tournoi. Parce que là, il était 31e. Puis je m'étais dit, là, il y a des gars qui sont là, qui sont sur le bord de rentrer dans le top 32, que j'ai regardé. Puis là, j'ai besoin de voir un Hudson efficace, créatif, dangereux avec la rondelle. Puis c'est ce qu'on a vu. Puis là, tu sais, il y a des gens qui disent, ah ouais, on revoit son frère Lane, puis tout ça. Puis je pense que dans le tournoi, on l'a vu un peu plus peut-être que pendant la saison. Parce que pendant la saison, il le faisait. Mais là, je trouve que là, on dirait qu'il était en confiance, il se sentait bien. Puis là, vraiment, il y avait des petits jeux de patins, des petits jeux un petit peu de dentelle, un petit peu plus de feinte. Il se portait encore plus à l'attaque, on dirait. En avantage numérique, il a été un quart arrière, vraiment. Lorsqu'on lui demandait vraiment de feeder les gars, de garder la rondelle, d'envoyer des rondelles au filet. Tu sais, il m'a vraiment montré. Je pense pas qu'il est aussi bon que Lane Hudson. Défensivement, je pense qu'il se débrouille un petit peu mieux que Lane. Je pense qu'à l'attaque, il est un petit peu moins bon que Lane. Mais Cole Hudson, dans ce tournoi-là, m'a montré qu'il était capable de faire une certaine différence, d'avoir un impact. Puis, ça m'a donné une projection peut-être un peu plus claire, entre guillemets, pour lui. Donc, j'ai décidé, là, ma liste, elle n'est pas terminée, mais je pense qu'il va rester dans mon top 32 grâce à ça. Grâce à un tournoi qui a, selon moi, il a clutché ça. Parce que je pense que sa saison, elle n'a pas été si solide que ça, malgré les points et tout ça. Mais le tournoi en tant que tel, je pense qu'il a vraiment fait la différence. Un petit mot sur Trevor Conley. Trevor Conley, ça a été très dommage la pénalité qu'il a écopée en finale. Pénalité égoïste. Conley, c'est pas un gars qui est super physique. C'est pas un gars qui est toujours prêt à démonter des joueurs, donner des bonnes mises en échec. Puis là, à 3-1, c'était pas le moment. Il fallait qu'il joue le cadran. Il fallait qu'il. Tu sais, tu t'en vas amener ça à la maison. Là. Tu t'en vas parker le boss, comme on dit. T'as l'équipe dans les câbles. Puis tu sais que l'autre bord, le Canada, il y a des joueurs qui sont quand même capables de faire la différence si tu leur donnes un avantage numérique, si tu leur donnes un 5 minutes en plus. T'as aucune raison d'aller te gâter. Je sais pas s'il s'est dit quelque chose entre lui et Richie pendant le match. Puis là, il y a eu une occasion. Puis il a décidé d'aller le geler, de tenter sa chance pour lui faire mal. Puis ça a été égoïste. Puis le problème avec Conley, c'est que c'est dans la USHL avec le Storm, on le voit aussi que c'est un gars qui aime faire les choses seul un peu. C'est un gars qui aime un petit peu avoir le spotlight, puis là, c'est là que ça devient inquiétant. Est-ce que c'est un symptôme d'un problème d'attitude? Puis là, moi, je veux pas rentrer dans les détails de qu'est-ce qu'il y a eu sur sa photo Instagram avec la croix gammée et tout ça. Pour moi, ça, c'est pas à moi à faire ce travail-là d'entrevue, puis de psychologie, puis tout ça. Moi, ce que je dis, c'est est-ce que ce genre de situation-là dans le match où tu décides de te gâter un peu puis tu comprends pas vraiment l'importance du moment. Est-ce que c'est un manque d'intelligence sur la glace? Est-ce que c'est un manque de reconnaissance de qu'est-ce que tu dois faire pour gagner? Est-ce que tu es prêt à des fois accepter un rôle pour l'équipe? Puis ce qui est dommage dans son cas à Conley, c'est que c'est un gars qui a pas joué dans le programme cette année. Lui a été invité avec cette gang-là.
Puis là, les boys, ils se connaissent depuis longtemps, puis Conley, finalement, il vient leur coûter la médaille d'or. Donc c'est tough un peu, puis je sais pas qu'est-ce qui va arriver pour son classement. Moi, Conley, j'ai trouvé qu'il y avait eu quand même un pas pire tournoi. J'ai trouvé qu'il y avait eu un bon tournoi dans l'ensemble. Je pense qu'il a utilisé ses coéquipiers. Il a pas juste mangé la rondelle. Oui, bon, il s'est gâté un peu avec un petit Michigan, puis ça, pour moi, ça change rien dans ma vie. J'aime pas ça. Je trouve que c'est rendu ridicule de tenter un Michigan quand des fois t'as une mauvaise, t'as un meilleur jeu devant toi, mais c'est correct, il l'a mis dedans, puis tant mieux. Est-ce qu'il aurait fait ça contre le Canada? Ben, c'est ça. Ça a été une autre histoire, mais tu veux te gâter comme ça contre les petits clubs, tant mieux. Mais je trouve que dans l'ensemble, il y avait eu un bon tournoi, puis malheureusement, ça s'est gâché par cette mise en échec-là. Puis moi, ce qui me fait le plus rire, c'est que là, il y avait beaucoup de gens qui l'avaient devant Iserman. Puis, tu sais, j'essayais de comprendre sous quel motif un peu, parce que, tu sais, Conley, c'est pas non plus un gagnant du Selkie. Fait que, tu sais, je sais pas, là, tu sais, comment on évalue un peu le travail de Conley. Je pense qu'il a fait du bon travail dans le tournoi, mais, tu sais, j'ai pas l'impression non plus que il avait vraiment transcendé là, ce tournoi-là, puis il avait été un joueur dominant. Je pense qu'il a fait le travail, il a été bon, il a été utilisé sur un trio qui était quand même intéressant avec Mooney, qui est un gars assez rapide pour l'année prochaine, beaucoup de talent, 2025, puis Christian Humphries, qui est un gars un peu, lui aussi, two-way, un peu. Fait que ça a été, ouais, ça a été un peu particulier comme tournoi pour lui, puis malheureusement, ça se finit de cette façon-là. Quelques petits mots peut-être en parlant de la défensive. Quelques joueurs en particulier. Hensler et Réon Mullen, deux défenseurs de 2025 pour le repêchage de 2025. Hensler, il a été magnifique, je pense, sur la patinoire. Ça a été un gars qui a créé de l'attaque, qui a été physique, un excellent coup de patin. C'est un top 5 pour moi dans 2025. Réon Mullen, un petit peu moins d'attaque, mais en même très stable en défensive. Puis j'ai aimé son jeu overall. Peut-être un petit peu plus de physicalité aussi, ça serait intéressant de son côté, mais je pense que lui, dans le temps de glace qu'il y a eu, là, évidemment, il n'a pas été utilisé non plus au même niveau que des gars comme E.J. Henry qui a eu beaucoup de temps de glace, puis évidemment Hudson qui a été utilisé beaucoup. Mais je pense qu'il a fait quand même du bon travail. Will Scahan, dans ce tournoi-là, moi j'ai un peu décroché sur Scahan, malheureusement. Avant ça, je trouve que ça a parti fort pour lui, puis ensuite de ça, le reste de la saison, ça a été très, très tranquille. J'ai pas trouvé que il s'était vraiment élevé par rapport à d'autres joueurs du programme. Puis E.J. Emery, c'est un peu... Lui, ça a été un peu la confirmation de ce que j'ai vu tant qu'à moi dans la saison. C'est que c'est un gars qui peut amener un peu d'attaque, qui est physique, qui est capable de shut down des adversaires, des gros trios, capable de jouer sur le piqué. Mais, c'est ça, je le vois pas être un gars de production, puis un gars qui va venir aider une équipe vers l'attaque. Ça va être vraiment une question de défensif, puis de jouer physique, puis d'être difficile à affronter. Donc, mais un bon tournoi quand même pour lui, Emery, pour ce qui est du programme américain. Je vais passer à la Suède maintenant. Pas grand-chose à noter de la Suède, tant qu'à moi. Ça a été un tournoi... Ben oui, il y a des choses à noter, mais dans le sens, c'est pas rien de spectaculaire. Je pense qu'il y a des joueurs qui ont été solides, si vous voulez, dans côté offensif. Je pense que Fernstrom, il a réussi à produire. Même si j'ai pas trouvé qu'il y avait eu un tournoi si extraordinaire que ça. Peterson, j'ai trouvé que ça avait été un des bons joueurs du côté de la Suède. Moi, c'est un joueur que je déteste pas non plus vers le début de la deuxième ronde de mon côté. Il était 32e à ma liste préliminaire. Bon lancé, je pense qu'il a été aussi impliqué dans les trois zones. C'est un peu ce qu'on avait vu en fait, moi, c'est ce que j'ai vu un petit peu pendant la saison. Il a marqué des buts importants. Au match de médaille de bronze, ça a été un très bon tir. Il a envoyé ça, il a dénoué l'impasse, puis ça avait été un très bon jeu. Fait,
je pense qu'il y a eu un bon tournoi dans l'ensemble. Peut-être le meilleur attaquant de mon côté, du côté de la Suède. J'ai été déçu que Zetterberg il se blesse malheureusement. Moi, Zetterberg, c'est un gars qui a monté un petit peu dans ma liste parce que le talent est très élevé. Puis c'est un gars qui est créatif, qui donne beaucoup de belles rondelles à ses coéquipiers, un très bon passeur. Le problème, c'est que c'est un petit gabarit dans son cas. Donc là, faut encore une fois évaluer le niveau de la projection puis le niveau de réussite dans la Ligue nationale avec ce gabarit-là. Puis c'est pas un gars très physique, mais il a beaucoup de talent, donc beaucoup de très bonnes mains. Puis il y a eu des séries incroyables dans la nationale. Puis il a bien fini la saison aussi là, dans la nationale avec Örebro. Örebro, c'est un club assez boosté quand même, mais il a été très, très, très bon cette année. Puis là, dans le tournoi, malheureusement, il s'est blessé, donc ça n'a peut-être pas aidé. Puis du côté de Linus Eriksson, Eriksson, c'est un joueur que il me fait, encore une fois, c'est un peu un prototype de gars qui est two-way, qui fait des belles choses sur la glace, mais il n'y a rien de spectaculaire dans son jeu. Mais j'ai trouvé que s'était quand même bien débrouillé côté offensif dans ce tournoi-là. Un jeu un peu plus de rôle, si vous voulez, un joueur un petit peu plus dans des situations précises. Puis lui, évidemment, il était sur un trio, c'était un peu particulier son trio parce qu'il était avec Victor Hägglund. Puis Victor Hägglund, c'est un bon espoir tant qu'à moi aussi pour 2025. Donc lui, il a été jumelé à un gars qui était même pas pour 2024. C'est le petit frère en fait de William Hägglund en plus. Mais oui, il a été jumelé à Hägglund pour 2025. Puis j'ai trouvé que ces deux-là, ils ont quand même bien balancé entre eux dans les matchs que moi j'ai vus. Défensivement, moi j'avais deux défenseurs que je surveillais, puis c'est un peu là que je les ai départagés, parce qu'ils étaient très près l'un de l'autre dans le classement, dans mon classement. Alphonse Frey et Léo Salin Valenius, en fait, comment ils l'appellent, eux autres. Frey, c'est un gars, je trouve que à l'attaque, il est bon en transition, en relance. Puis j'aime la façon dont il fait progresser la rondelle. Puis je pense que Salin Valenius, c'est un gars qui est un petit peu... C'est la même chose, c'est que c'est un gars qui est offensif aussi. Puis on dirait que là, les deux, ils se sont... Le fait d'avoir ces deux-là dans la même équipe, ça nous a peut-être montré certaines facettes du jeu de Valenius que Hägglund est capable de faire tout en étant meilleur défensivement. Frey, je trouve qu'il est meilleur défensivement. Fait que là, tu te ramasses avec peut-être la plus-value du côté de Frey. Quoique Salin Valenius a quand même été utilisé quand même pas mal dans le tournoi. Il a été utilisé dans des minutes importantes aussi. Mais j'ai pas... je l'ai trouvé moins solide défensivement que Frey, qui utilisait un bon bâton, qui était bon le long de la bande, puis qui a été efficace pour couper des jeux, puis pour garder son positionnement, puis devant le filet, tout ça. Je pense que les deux ont eu cette petite bataille-là, un et l'autre, même s'ils sont dans la même équipe. Mais oui, Salin Valenius, c'est un gars qui jouait sur la première paire, donc il a été utilisé beaucoup plus, mais je pense que Frey a été un peu plus... je pense qu'il a peut-être été un petit peu mieux overall que lui dans ce tournoi-là. Donc c'est ça. Les deux vont être encore proches au classement, mais je pense que ce tournoi-là m'a confirmé que Frey, à mes yeux, Frey était un petit peu plus... un peu supérieur à Salin Valenius. C'est pas une question de 15 rangs, là, mais si j'avais le choix entre les deux, ça serait Frey que je choisirais. Petit mot rapide sur la Slovaquie, qui s'est ramassée en demi-finale quand même. Là, donc c'était pas quelque chose que je m'attendais pas nécessairement à ça. Bon là, ça a bien tombé avec les classements. Ils ont réussi à
à se faufiler, ils sont allés battre la Tchéquie. Mais du côté de la Slovaquie, le joueur dont je veux vous parler, le seul joueur dont je veux vous parler, pas parce qu'il n'y en a pas d'autres, là. On pourrait parler de Miroslav Chatan Jr., puis Adam Nemeth, le frère de Simon, puis Jan Chovan, puis c'est bien correct. Mais Luka Radivojevic, pour moi, c'est... Encore une fois, on en a parlé un petit peu avec Matt dans le podcast qui présentait le U18. Lui, il joue à Örebro justement cette année. En fait, il a joué à Örebro avec toute la gang, avec Fernstrom et Zetterberg et compagnie. Je trouve que Radivojevic, c'est encore une fois, c'est un jeune qu'il va falloir prendre en considération beaucoup pour le top 10, même s'il n'y a pas un super gros gabarit quand même, il est quand même un peu plus petit, mais très bonne mobilité, très bonne vision offensive, il est vraiment, puis défensivement, il est pas mauvais du tout. On l'a vu au championnat mondial de hockey junior aussi cette année. Tu sais, on parle d'un jeune qui, au moment... Bon, là, il y a 17 ans, mais au moment du tournoi, il avait 16 ans. Puis il était quand même utilisé... tu sais, il a pas... il jouait pas 2 minutes, là. Il était utilisé quand même de bonnes minutes. Puis moi, je trouve que Radivojevic, évidemment, il a fini le meilleur pointeur de la Slovaquie dans le tournoi, avec 6 points, 6 mentions d'aide en 6 matchs. Puis, tu sais, ça montre à quel point cette équipe-là était pas si forte que ça, mais à quel point aussi Radivojevic, il était bon pour son âge dans ce tournoi-là. À quel point il était au-dessus de la mêlée. Tu sais, il jouait... Je pense qu'il y a eu des matchs, là, il a joué 20, 28, 30 minutes. Là. Je pense qu'en demi-finale contre la Suède, c'était un chiffre sur 2, là, quasiment. Là. Il était toujours sur le jeu. Je sais même pas, tu sais, il faudrait regarder, là, mais je sais même pas s'ils ont joué à comme 4 défenseurs dans la demi-finale la Slovaquie. Ça a été, tu sais, Radivojevic, là, il a été là tout le long. Il a été très bon défensivement. Tu sais, la Slovaquie était dans le coup là, jusqu'à la mi-troisième période là, avant que Peterson il marque le but. Là. Fait, tu sais, je pense qu'il faut... il va vraiment falloir le surveiller. Puis oui, tu sais, c'est sûr qu'en étant sur le jeu beaucoup, tu sais, tu as des chances de te faire marquer. Puis il a fini avec un différentiel de 0. Puis... Je pense que ça a montré à quel point il était... Tu sais, je suis pas un grand fan de différentiel, mais pour un gars, à quel point il était capable d'alimenter de l'attaque puis aider de l'attaque, puis tout en étant utilisé à outrance puis vraiment à risque contre les gros trios l'autre bord. Tu sais, de finir avec un différentiel comme ça dans une équipe assez faible de la Slovaquie, pour moi, ça a été une grosse performance de sa part. Puis encore une fois, à surveiller l'année prochaine parce que je pense que c'est un gars qu'on va voir dans le top 10. Puis il a joué dans la SHL cette année. Il a joué quelques matchs dans la SHL. Ça veut dire que l'année prochaine, il va jouer dans la SHL. Puis c'est là que vraiment on va pouvoir le surveiller contre des hommes. Puis à quel point il est capable de se débrouiller dans sa zone aussi. Donc, ouais, top 10 pour moi, Radivojevic déjà. Mais voyons voir où il va atterrir l'année prochaine. Donc, c'est une liste préliminaire, mais pour l'instant, il est très bien placé. Puis, j'ai très hâte de le voir l'année prochaine parce qu'il a connu un bon tournoi tant qu'à moi. On passe du côté de la Finlande. La Finlande, pour moi, c'est toujours une équipe. En tout cas, pas toujours, mais souvent une équipe très drabe, là, très plate. Et tu sais, il y a un peu de... Oui, tu sais, il y a une couple de bons joueurs, mais je trouve que c'est jamais... Ça ressort jamais beaucoup. Je veux parler de 5 joueurs en particulier. Puis c'est 5 espoirs qu'on a un peu plus... on a un peu plus vu là, sur les listes. Le premier, Konsta Helenius. Konsta Helenius, pour moi... c'est pas un défaut. C'est un joueur vanille. C'est un joueur qui... je sais pas à quel point il peut amener
de la grosse attaque dans la Ligue nationale. Tu sais, je sais pas à quel point il va être capable de faire du 80 points dans la Ligue nationale ou du 70-75 points. Est-ce que je le vois plus comme un gars de 55-60 points? Est-ce que je le vois un peu comme ce que j'ai vu de Anton Lundell par le passé ou Jesperi Kotkaniemi, un gars qui est bon off the puck, un gars qui est quand même énergique, qui est bon euh, même comme centre aussi, il est capable de jouer à l'aile, Elenius, mais comme centre, il fait du bon travail. Il rend ses coéquipiers meilleurs. Bon, là, Kotkaniemi puis Lundell, ça s'est pas matérialisé pour l'instant, mais dans le junior, je trouvais que le jeu, quand ils jouaient sur la glace, le niveau de jeu était bon pour le trio en tant que tel. Euh, Puis là, dans le cas de Helenius, c'est un peu ce que je revois aussi, c'est que c'est un gars qui a un bon calme avec la rondelle, c'est un gars qui prend de bonnes décisions, bonne vision du jeu. Il est intelligent dans sa zone, il est capable de reconnaître les mouvements de personnel, il est capable de garder sa position, mais il est capable d'avoir aussi une anticipation pour venir non seulement essayer de briser des jeux, mais venir aider le long de la bande, venir aider les défenseurs. Il y a un petit peu de chien aussi, entre guillemets, qui est intéressant. Sauf que c'est toute une question de plafond pour moi. Je ne sais pas à quel point ce gars-là, ça peut être un premier centre dans la Ligue nationale ou est-ce qu'il peut jouer sur un premier trio, à l'aile, peu importe. Puis là, s'il devient un deuxième centre, est-ce que ça devient un gars qui mérite d'être dans le top 5 ou dans le top 10? C'est là que là j'ai un peu j'ai un peu des questionnements par rapport à ça. Mais Constant Elenius, moi j'ai trouvé qu'il y a eu un bon tournoi. Ça a été le meilleur attaquant de la Finlande de par sa prestance un peu, si vous voulez, avec la rondelle. La façon dont il n'hésitait pas à garder la rondelle sur sa palette, à repérer les options, à attendre les bonnes options. Donc je pense pour moi, Elenius, c'est je pense pas que son tournoi le fait monter ou le fait descendre. Je pense que c'est juste en fait, moi déjà, les gars, ils descendent pas ou ils montent pas beaucoup à cause du tournoi, mais tu sais, mettons pour quelqu'un qui veut, c'est peut-être un make or break pour certaines personnes. Je pense pas que ce tournoi-là, il a fait mal à Elenius, mais je pense pas qu'Elenius, il est sorti de là, puis on se dit, là, c'est le pain tranché, là. Donc, bon tournoi dans l'ensemble. Puis j'applique le même raisonnement pour Emil Hemming. Bon tournoi pour lui aussi. Je trouve que du côté d'Hemming, il a été énergique aussi. On sait qu'il a un bon lancer, on sait qu'il est capable de faire la différence près du filet. Puis, ou dans un rayon quand même relativement proche du filet, près des cercles aussi. J'ai trouvé que du côté de Hemming, ça a été un peu ce genre de jeu-là. C'est un jeu aussi qu'il avait montré dans la saison dans la Saria. Puis aussi, évidemment, dans la Liga, sans nécessairement tout casser. Ben, en fait, dans la Saria, il a été très bon, mais dans la Liga, il cassait pas tout, mais il a été bon dans sa zone aussi, il a été impliqué. Puis eux, ces gars-là, ils jouaient... Elenius et Hemming jouaient ensemble. Ils ont joué avec Jonas Saarelainen aussi, qui est un espoir du repêchage dont on ne parlera pas nécessairement pour cette vidéo-là, parce que il y a eu un tournoi correct lui aussi, mais rien de très spectaculaire. Mais Hemming et Elenius, je pense que ça a été deux joueurs qui ont vraiment ressorti du lot. Suoniemi aussi, qui est un espoir pour le repêchage de 2024. Lui, il a fini avec 7 points aussi. Lui a joué dans la Mestis, là, qui est la deuxième ligue, la deuxième division de la Liga, là. En fait, c'est la Ligue américaine de la Liga, si vous voulez, là. Puis j'avais regardé quelques matchs justement cette année dans la Mestis cette saison, puis je trouvais que il avait été quand même il avait quand même été pas mauvais. Je pense que j'ai regardé 2 matchs. Il y en a un des deux, il avait marqué. Puis là, cette année, bien évidemment, cette équipe-là avec laquelle il jouait, ils ont été promus dans la Liga. Donc l'année prochaine, on va le voir dans la Liga, on va le surveiller. Puis Suoniemi, c'est ça, c'est que je pense que c'est un joueur lui aussi qui est assez vanille, assez stable, assez drabe. Que c'est le genre de gars que tu peux repêcher dans les rondes tardives, puis tu dis peut-être qu'il peut se développer en un joueur
ce bottom six, là, puis qui a quand même des habiletés, puis est capable d'avoir une bonne vision, puis tout ça, mais c'est pas des joueurs qui font capoter. Les deux autres joueurs dont je veux vous parler, c'est les deux défenseurs, Viti Väisänen et Aaron Kiviariu. Puis du côté de Väisänen, moi je l'aimais bien quand même. Je l'ai bien aimé toute la saison. Mais lui aussi, c'est un défenseur qui est très vanille. Pas trop d'attaque, un peu d'attaque, mais pas tant que ça. Plus solide défensivement. Puis là, même dans ce tournoi-là, il a été un peu exploité par moment. Il jouait avec Kiviariu. Puis là, des fois, ça a été un peu plus compliqué pour ce duo-là, côté défensif. Puis évidemment, Kiviariu, moi, je le trouve pas pire défensivement, mais c'est pas nécessairement son pain et son beurre. Fait que là, si t'as Väisänen qui non plus qui lui est un petit peu moins solide défensivement aussi, ben là, tu te ramasses avec deux défenseurs sur une première paire qui se font traverser un petit peu, puis on l'a d'ailleurs vu contre les États-Unis. Donc ça a été un tournoi tranquille pour Väisänen. Je pense pas lui non plus qu'il a fait assez pour vraiment monter ou impressionner dans les rangs. Puis après les diminutions, ben là c'est ça. Il a peut-être baissé un petit peu de quelques rangs, mais non, ça n'a pas été un très très solide tournoi. Puis j'aurais aimé qu'il soit surtout en défensive. C'est quand c'est ton pain et ton beurre un peu, puis le jeu physique, en fait, l'implication un peu plus physique, c'est là que j'aimerais que tu ressortes, puis là, tu arrives dans ce tournoi-là, puis tu te fais un peu outplayer par Mika Jokinen, donc ça, c'est, ouais, tu sais, Jokinen qui a été beaucoup mieux, même offensivement, en plus de ça. Il a été un petit peu plus impliqué, puis contre les États-Unis, même, il y avait eu tout un match, fait même en défensive, c'est ça le pire. Il y avait eu un bon match en défensive, en plus de obtenir des points. Fait que, c'est pas un bon look. Puis Kiviariu revient de blessure. Fait que c'est sûr que lui, c'est un peu difficile pour lui d'avoir une évaluation, encore une fois, complète. J'ai pas trouvé qu'il avait été si mauvais que ça dans le tournoi, mais j'ai pas trouvé non plus qu'il avait ressorti. Ce duo-là n'a pas vraiment aidé leur rang, leur classement en tant que tel. Je pense qu'ils ont été corrects, sans plus. Puis j'aurais aimé même que Kiviariu amène un petit peu plus d'attaque. Puis ça a été un peu tiède de mon côté. Donc ça, c'est encore une fois, ça va être à voir. Est-ce que lui, son rang va... à cause qu'on n'a pas assez d'informations, en tout cas moi de mon côté, il me manque un peu d'informations, puis là ben j'essaie de me questionner à savoir si je dois baisser ou monter un peu. Ben, en fait pas monter, ça c'est sûr, mais est-ce que je dois le baisser encore un petit peu, Kiviariu? Est-ce qu'il mérite encore d'être dans mon top 32? Donc ça c'est le genre de débat que je vais avoir à faire à l'interne. Là, donc, ça va être les petits débats personnels dont je vais devoir me pencher. Puis, on parlait de la Tchéquie maintenant. La Tchéquie, une équipe qui est arrivée là avec... on s'attendait pas à grand-chose de la Tchéquie. En tout cas, moi, je m'attendais pas à grand-chose de la Tchéquie. Il y a eu quelques bons moments de Adam Gecko qui... lui, il joue dans la CHL, il joue pour les Oil Kings d'Edmonton. En fait, il a joué pour les Oil Kings d'Edmonton cette année. Moi, je l'ai trouvé... c'est un gros gabarit, là. Il est 6 pieds 5, 200 livres environ. J'ai pas trouvé qu'il y avait eu un mauvais tournoi, mais j'ai pas trouvé non plus qu'il était ressorti du lot non plus avantageusement. Puis surtout, mettons, si je le mets en comparaison avec Adam Beignac. Adam Beignac, c'est un espoir pour 2025. C'est un gars, c'est un underager dans ce tournoi-là. Et il venait d'avoir 17 ans. Puis là, il arrive dans le tournoi en tant qu'espoir quand même de haut niveau pour 2025. Puis j'ai trouvé qu'il était un petit peu plus impliqué.
personnellement. Un peu plus présent, un peu plus dangereux avec la rondelle, un petit peu plus désireux de créer des choses. Puis Yeko, c'est sûr que lui, il n'a pas le patin nécessairement non plus pour être un gros gars en relance, un gros joueur menaçant en création puis en contre-attaque. Donc là, c'était un peu plus compliqué. Puis les deux, ils jouaient ensemble, là, Beignac puis Yeko. Donc ça me permettait de voir beaucoup plus l'évaluation des deux. Puis ben, c'est ça, je trouve que Beignac a été un petit peu mieux. En fait, ils ont joué ensemble quand même régulièrement, mais les trios bougeaient un peu, mais la plupart du temps, c'était ces deux-là. Puis ils ont joué avec Tittleback aussi, qui est un gars qui joue pour les Giants de Vancouver dans la CHL. Donc, c'était des gars qui avaient quand même une certaine... Il y en avait deux qui avaient de l'expérience dans la WHL. Puis il y en avait deux autres. Il y en avait un autre qui, lui, joue dans l'Extra-Liga. Donc, pour un jeune de 17 ans qui joue dans l'Extra-Liga, c'est quand même intéressant aussi. Puis, je trouvais que ça a été un tournoi tranquille pour Yeko. Puis, ce qui a été intéressant pour Beignac aussi, c'est qu'il a confirmé un peu ce qu'il avait fait au U17 cette année. Il avait été très bon. Fait que ça a été à surveiller pour lui pour 2025. Le dernier joueur que je veux parler pour la Tchéquie, c'est Thomas Galvis. Thomas Galvis, c'est un jeune qu'on a beaucoup parlé, je pense, récemment. Ben, en fait, depuis notre classement de mi-saison, à quel point on se questionnait un peu à cause de son petit gabarit, mais la manière aussi dont il est impliqué à l'attaque. Puis malheureusement, de mon côté, Galvis, j'ai pas trouvé qu'il y a eu un solide tournoi au U18, malheureusement. J'ai trouvé qu'il y a eu un peu plus de difficultés. Il a voulu créer un peu d'attaque dans les matchs que j'ai regardés. J'ai regardé contre la Slovaquie notamment, puis ben évidemment, il y avait... ça a été un peu plus difficile de créer des choses. La Slovaquie a gagné. J'ai pas non plus capoté contre le Kazakhstan. J'ai trouvé que je pense que ça aurait été un match dans lequel Galvis aurait dû ressortir. Puis là, ben malheureusement, quand j'ai regardé ce match-là, j'ai été déçu. J'ai été même déçu de regarder le match au complet là, contre le Kazakhstan. Là, pour être bien honnête, là, ça n'a pas été un franc succès. Quoique c'est ça, le trio de Beignac puis Yeko, ils ont fait des belles choses. Là, mais ouais, j'ai trouvé que Galvis a eu beaucoup de difficultés dans ce tournoi-là. Puis il jouait beaucoup, c'est ça le problème aussi, c'est qu'il a joué beaucoup. Tu sais, c'était un peu le kingpin en défensive du côté de la Tchéquie. Puis là, je sais pas si le fait de jouer beaucoup, ça l'a essoufflé un petit peu. Puis tu sais, c'est bizarre parce que contre la Suède, ils ont gagné contre la Suède en tir de barrage, la Tchéquie. Puis, tu sais, ça a été un match... j'ai trouvé que la Suède c'était vraiment un match plus que la Suède avait pas joué un grand match tant qu'à moi, comparativement à la Tchéquie qui avait joué un match incroyable. Là, je trouvais que la Slovaquie avait pas été très bonne dans ce match-là. Puis là, ben, plus tu restes dans le match contre des clubs comme ça, plus tu leur ouvres la porte. Puis là, ben, la Tchéquie a réussi à gagner. Mais tu sais, encore une fois, Galvis contre la Slovaquie, j'ai trouvé, contre la Suède, j'ai trouvé que c'était difficile un peu. Peut-être que c'est à cause de. Tu sais, il jouait avec Radim Merteka, qui est un gars que moi je connais pas vraiment, mais qui a fini le tournoi avec aucun point puis -3. Donc je sais pas si c'était la bonne combinaison, là, mais dans mon cas, Galvis, il m'a laissé sur mon appétit. Puis tu sais, toutes les discussions internes que j'avais à est-ce que c'est un gars de première ronde. Le fait qu'il ne ressorte pas beaucoup dans ce tournoi-là, ça m'a peut-être confirmé justement que c'est plus un gars de deuxième ronde, puis un gars qui mérite un choix un peu plus c'est ça, un choix un peu plus safe si on veut en deuxième ronde. Donc pour moi, malheureusement du côté de la Tchéquie, ça a pas levé, le gâteau a pas levé tant qu'à moi du côté de la Tchéquie.
Je passe à la Suisse rapidement. Il y a deux joueurs que je surveillais. Ben, Léon Mogli, ça a été dommage pour lui parce qu'il a juste joué 3 matchs. Donc, il a manqué deux parties. Puis, il n'a pas réussi à venir aider un peu son stock, là, si vous voulez, pour le repêchage. Euh, Puis je pense que du côté de la Suisse, anyway, c'était pas une formation qui était très dangereuse encore cette année. Mais oui, Mowgli, c'est ça. Pas, contre le Canada, il s'est blessé contre le Canada, si je me souviens bien, en tout cas, mais il a pas joué beaucoup dans ce match-là, évidemment. Fait que ça a été dur de l'évaluer. Puis ensuite de ça, ben, il n'a pas joué. Donc ça a été un peu triste de son côté. Daniil Ustinkov, qui est un défenseur qui, lui aussi, a gagné un petit peu plus de notoriété dernièrement, en étant aussi très jeune pour le repêchage. Je pense qu'il y a des personnes qui ont voulu lui donner une chance de se faire valoir parce qu'il y a peut-être beaucoup de développement à faire de ce côté-là, beaucoup de potentiel. Puis du côté de Ustinkov, on l'a vu au championnat mondial des moins de 20 ans où ça s'était pas bien passé pour la Suisse overall de toute manière. Donc, c'était un peu dur pour lui de ressortir. Mais je pense qu'il avait quand même voulu créer de l'attaque dans ce tournoi-là. Puis je pense qu'il a encore essayé de le faire avec la Suisse dans ce tournoi-là parce que c'est un peu c'est un peu la façon dont je l'ai vu jouer un peu avec les Lions dans la Ligue nationale en Suisse. Il garde la rondelle, c'est un gars qui a pas peur de... il m'a fait penser un peu à Pulkkinen par moment, garder la rondelle, vraiment analyser les options. Puis, là, c'est que là, il a été exposé un peu aussi défensivement parce que la Suisse, c'était pas une grosse équipe, là, fait que ça a été un peu compliqué pour lui de vraiment non seulement être solide à l'attaque, mais aussi d'essayer de sauver les meubles en défensive. Mais je pense que Ustinkov, est-ce qu'en troisième ronde, peut-être pour moi, à partir de la troisième ronde, c'est peut-être là que je le vois un peu plus. Il a quand même été utilisé beaucoup dans le tournoi. Fait, lui aussi, la Suisse s'est appuyée sur ce gars-là dans le top 4. Fait, je pense qu'il a quand même réussi à ressortir un petit peu, mais ça n'a pas été un tournoi non plus spectaculaire là, à tout casser de son côté. Mais on s'attend quand même à... On s'attend pas à grand-chose d'un club comme la Suisse dans un tournoi comme ça. Puis c'est ça. Je pense qu'il a quand même réussi à connaître un peu de succès. Puis je termine avec la Norvège parce que oui, la Norvège, il y avait deux joueurs que je surveillais. Évidemment, j'ai pas regardé les matchs au complet de la Norvège, là. J'ai regardé un match contre la Finlande, j'ai regardé un match contre les États-Unis et j'ai regardé le match contre la Slovaquie aussi parce que je voulais regarder Radivojevic et Nemeth, entre autres. Pas juste entre autres, c'était ces deux-là que je voulais regarder. Donc j'en ai profité pour regarder la Norvège parce qu'il y avait deux joueurs que j'ai regardé cette année. Elias Strømøy-Vatne et puis Mathias Deli. Puis du côté de Strømøy-Vatne, lui, je l'ai regardé un peu cette année parce que il jouait... c'est Strømøy-Vatne, je pense. Les prononciations, là, je vais... Tombez-moi pas sur la tomate parce que là, je ne suis pas norvégien. Là. Mais lui, cette année, il jouait avec Färjestad dans la nationale. Puis on l'a vu, je l'ai vu un peu plus parce que je regardais aussi Jack Berglund qui a joué pour la Suède justement dans le tournoi et Noel Fransen qui a eu quand même une saison offensive intéressante dans la nationale comme défenseur. Donc, quand Färjestad jouait, je regardais aussi Elias Strømøy-Vatne. Puis dans le tournoi, j'ai trouvé qu'il s'était bien débrouillé, surtout comme fabricant de jeu, évidemment. Il termine le tournoi avec 6 mentions d'aide, 7 points en 5 matchs. Puis j'ai trouvé que lui, il avait eu un bon impact quand même sur le jeu quand il y avait la rondelle sur la palette. Mais évidemment, c'est la Norvège, donc
Il y a un peu moins de finition. Là. T'as beau avoir la rondelle sur la palette, il faut que tu la passes à quelqu'un. Puis là, ben, si le talent est moindre dans cette équipe-là, c'est sûr que ça devient un peu compliqué d'avoir de la production. Mais moi, j'ai trouvé qu'il s'était bien débrouillé dans ce tournoi-là. Puis justement, il jouait avec Delhi. Puis Delhi, un peu plus. Il y avait un petit peu plus cette touche de marqueur-là qui. Quand que j'ai regardé 2 matchs de ce Delhi dans la Ligue en Norvège contre Stian Solberg, je m'étais dit, bon, je vais regarder ce match-up-là avec Lorenz Kog, puis tu vois qu'il y a quand même un désir de marquer, il y a un désir de prendre des lancers, puis de tirer, puis... Donc, du côté de Delhi, je pense que ce côté-là de finition un peu qui est intéressante. Est-ce que c'est des gars qui méritent des choix peut-être un peu plus tardifs? Ben, déjà, Strom Vatney, c'est un petit gabarit. Donc, il faut vraiment que tu aimes ce genre de joueur-là puis que tu vois du talent en lui parce qu'il n'a pas connu une saison si incroyable que ça dans la nationale avec Färjestad. Mais ce tournoi-là, contre les meilleurs de son groupe d'âge, il a quand même été bon. Donc ça, de ce côté-là, ça peut être intéressant. Delhi, c'est quand même un gabarit. C'est un joueur de centre, il est 6 pieds 2. Selon mes notes, il est 192 livres. Un droitier qui a justement ce désir-là de tirer, désir-là de marquer. Donc, tu sais, est-ce que lui peut-être un petit peu plus de chance. Il a joué un peu moins aussi, en plus de ça, dans le tournoi. Je sais pas. Je sais pas à quel point ça peut être une sélection intéressante dans les rondes tardives. Des rondes tardives un peu plus Delhi que Strom Vatney, mais je pense que ça peut être un joueur qu'il faudrait... ça peut mériter un choix tardif, 6-7e ronde. Je pense qu'il a joué avec les hommes cette année. Il a quand même bien fait pour un jeune. Je pense qu'il a marqué 6 buts avec la Norvège quand j'avais regardé. En ligue professionnelle en Norvège, en une vingtaine de matchs. Ça devient quand même intéressant. Une production qui est intéressante. Peut-être que un choix de 6e, 7e ronde, ça peut être intéressant de ce côté-là. Mais ouais, donc c'est pour la Norvège, c'était les deux. Évidemment, la Lettonie et le Kazakhstan, il n'y avait personne que je surveillais de ce côté-là. Donc c'est pas mal la fin de ce côté-là pour la vidéo du petit tour d'horizon du U18. Je pense que ça a été un tournoi. C'est un tournoi qu'on aime beaucoup. Ça puis la Linka. Le Linka Gretzky, c'est un peu ce qui commence notre saison. Puis le U18, c'est un peu ce qui termine notre saison. Quoique, bon, il reste encore un peu de matchs à regarder dans la CHL. C'est les finales qui vont commencer jeudi. Donc, je ne sais pas quand est-ce que vous allez regarder la vidéo, mais ça commence jeudi, les finales, et ainsi de suite, jusqu'à la mi-mai, puis ensuite, fin mai, puis ensuite de ça, c'est la Coupe Memorial, le tournoi de la Coupe Memorial qui va se mettre en branle. Et puis, il y a déjà des gars, il y a des joueurs qui sont quand même intéressants à surveiller du côté de la OHL. Parce que là, les Generals d'Oshawa sont en finale contre les Knights de London. Donc, si jamais vous voulez regarder Oshawa, il y a Beckett Seneca, Ben Danford, Marelli qui est là aussi. Ensuite de ça, du côté de London, tu as Sam O'Reilly qui est là. Puis tu as évidemment Sam Dickinson. Parmi ceux qu'on surveille beaucoup. Du côté de l'Ouest, malheureusement, il n'y a pas vraiment d'espoir à surveiller parce que c'est Moose Jaw qui joue contre Moose Jaw joue contre Portland. Portland, il y a un espoir que j'ai suivi cette année, Diego Butazoni, en tout cas bref, je l'ai regardé un petit peu, mais ça vaut pas la peine vraiment. Puis du côté des Warriors, c'est vraiment juste le fait qu'ils ont une très bonne équipe. Là. Ils ont Matechuk et Jaeger et Furkus et compagnie. Donc c'est un match-up qui est intéressant surtout pour regarder ces joueurs-là, parce qu'ils connaissent de bonnes séries. Là. Jaeger il a été très solide, Furkus aussi. J'ai regardé des matchs justement contre les Blades. Il y a 6 des 7 matchs de cette série-là qui sont allés en prolongation. Donc, ça a été une série assez... ça a été pimenté, ça a été excitant. Puis,
Ça a été une excellente série aussi. Puis du côté de la JMQ, les voltigeurs, il n'y a pas vraiment personne qu'on surveille. En tout cas, moi, je ne surveille pas personne du côté des voltigeurs pour le repêchage de cette année. Puis du côté du Dracor, évidemment, Raoul Boilard c'en est un et Justin Poirier qui est un gros marqueur. Donc ça, c'est quelque chose qui serait intéressant à surveiller parce que lui aussi, en ce moment, dans les séries de la CHL, il est assez dangereux. Puis pour la Coupe Memorial, on va pouvoir revoir Sagina, donc Zane Perek qui va être là pour la suite des choses avec Sagina, puis Michael Misa pour 2025 aussi, qu'on va pouvoir regarder dans un contexte de pression aussi. Pas que les séries, c'était pas de la pression, mais bon. Donc, ouais, c'est un peu ce qui se passe pour la finale, les finales dans la CHL. Ce qui vient un peu conclure aussi, ça va conclure nos visionnements avec le U18 qu'on vient de faire. Pour la chaîne, je vais attendre la deuxième ronde des séries de la Ligue nationale pour bien déterminer un peu quels seront peut-être les choix. En fait, pour les Jets, on va savoir où le choix du Canadien va être situé dans la vingtaine. Là, donc, ça devrait être 25, 26 dans ce coin-là. Je vais essayer de faire une vidéo sur les cibles potentielles peut-être du Canadien dans les 2 ou 3 premières rondes. Donc, je vais essayer de me mouiller un peu ou de peut-être soulever certains noms qui peuvent être intéressants dans les 3 premières rondes. Pour le Canadien, quel genre de joueur pourrait s'insérer ou est-ce que ces choix-là vont servir de monnaie d'échange ou quoi que ce soit. Puis ensuite de ça, la semaine suivante, quand que la finale va être sur le bord de commencer ou que les demi-finales, en fait les finales d'association vont être sur le bord de se terminer, je vais essayer de faire un petit mock draft justement pour essayer de mettre les joueurs avec les équipes, les bonnes équipes, essayer de placer les joueurs avec quelle équipe ils pourraient tomber, puis quel rang ils pourraient tomber. Est-ce que je suis d'accord ou pas d'accord? Est-ce que je pense qu'il y a des joueurs qui devraient être plus haut, moins haut? Je vais essayer de me mouiller un peu, en guillemets. Puis ça va être ça qui va conclure après jusqu'à mes 3 vidéos pour le top 32. 3 parties encore cette année. Puis d'habitude, je close ma liste après la Coupe Memorial. Après le tournoi de la Coupe Memorial, d'habitude, je pacte les petits, je ferme les lumières, range les valises, ainsi de suite. Là, donc, c'est terminé. Puis, après, on tombe dans le mode War Room et on tombe dans le guide, et ainsi de suite, les discussions, nos top 5 et ainsi de suite. Donc, ça sera à suivre avec le TSLH aussi si vous voulez aller voir sur la chaîne. Je suis convaincu qu'eux aussi vont faire des petits trucs par rapport à ça. Donc, c'est ça. C'était la vidéo du U18 et plus encore. Donc, encore un merci d'être là, puis on se dit à la prochaine.